Natacha est née en 1975. Voilà. Elle est agrégée de lettres modernes, Sciences Po, et elle a été notamment prof, dans le public, dans le privé de mémoire. Est-ce que selon toi, Natacha, prof, c'est le plus beau métier du monde ou pas? C'est le fait de transmettre qui est la plus belle chose au monde. Qu'on soit prof, c'est-à-dire qu'on choisisse de transmettre des savoirs dont on pense qu'ils grandissent les êtres humains, ou qu'on ait envie de transmettre une culture, une histoire, culture familiale. On a vu tout à l'heure que le thème de la transmission était essentiel. Donc moi, j'ai été prof parce que j'ai eu la chance d'être dans une famille où il y avait un patrimoine culturel, c'est-à-dire des parents qui me disaient la plus belle chose au monde, ce sont les livres. Et je me suis dit que cette chance-là, il fallait essayer d'en faire profiter d'autres, ceux qui n'auraient jamais ça dans leur famille. Et c'est comme ça. Bon, c'est pas la seule raison pour laquelle je me suis retrouvée là. J'ai passé une agrégation de lettres parce que tout simplement, j'étais passionnée de poésie. Je trouve, j'étais bouleversée par. C'est quoi ta plus grande émotion côté poésie? Ta plus grande émotion? Une émotion, pas deux, une. Une? Oui. Je dirais Mallarmé. Mallarmé. Mallarmé, c'est-à-dire une poésie qu'on ne comprend pas forcément, totalement abstraite, mais faite de sons. Mallarmé disait « Les mots s'allument de reflets réciproques comme de virtuelles traînées de feu sur des pierreries ». Au moins un coup. Mais ça va avec de boire un coup, ça va avec, c'est la même chose, c'est le même genre d'émotion. C'est-à-dire les mots, les sons deviennent une matière et c'est une matière qui nous bouleverse. Natacha, toi qui étais notamment prof de français, là, quand on va en vélo, quand on va à vélo, suivant les jours, ce français, il évolue, c'est bien ou pas? Parce que parfois, on a des gens qui ont des notes exceptionnelles au bac français, ils sont mauvais. J'embrasse ma fille d'ailleurs. Oui. Une langue, ça évolue. Une langue, ça évolue parce qu'il y a des apports extérieurs, parce qu'il y a un processus de transformation des langues qui est un processus de simplification. En revanche, ce qui est dangereux, c'est quand une langue s'appauvrit. Et elle peut s'appauvrir de différentes manières. Évidemment que les anglicismes sont insupportables quand ils deviennent un snobisme et quand ils remplacent des mots qui existent dans notre langue. Mais ce qui m'inquiète encore plus que les anglicismes, c'est l'appauvrissement grammatical et l'appauvrissement du vocabulaire. C'est-à-dire, moi, quand j'entends des journalistes me dire tel truc nous interroge, j'ai envie de filer des coups de fouet. Ça me rend dingue parce que, en fait, c'est une transmission de tics de langage qui évite d'employer la langue telle qu'elle doit être. Et quand j'étais prof, j'expliquais à mes élèves que l'indicatif, c'est le mode du réel. Le subjonctif, c'est le mode du potentiel, de ce qui pourrait être. Si on n'utilise plus le subjonctif, parce qu'on ne le maîtrise pas, parce que ça semble compliqué, on perd la capacité à sortir du réel et à imaginer ce qu'on pourrait inventer. C'est un appauvrissement, en fait, de la pensée. T'as toujours été passionnée par la politique ou pas, Natacha? Oui et non. Moi, je suis fille de médecin, c'est-à-dire de parents qui m'ont appris qu'ils avaient choisi cette vocation pour servir. Donc j'ai été élevée dans l'idée qu'on se doit aux autres. D'où le fait que je me suis tournée vers l'enseignement. Et la politique, c'est ça aussi. C'est-à-dire, c'est la chose politique qui m'intéresse. Et donc, j'ai passé ma vie entre ce plaisir, j'allais dire, très, très abstrait de la littérature, le plaisir qu'on peut avoir face à des textes, ou l'émotion qu'on peut avoir face à un paysage, face à un vin, un plat, et puis le besoin de me rendre utile. L'impression que je me dois d'être à la hauteur et de me rendre utile. Et donc, je me suis intéressée à la chose politique assez jeune. Ma première émotion politique... C'était Jean-Pierre Chevènement. Non. Beaucoup, largement avant. Non, pas loin. C'est pas loin. J'avais 17 ans, je ne pouvais pas voter. Oui. 1992, le débat sur le référendum autour du traité de Maastricht. Et ce débat, François Mitterrand, Philippe Séguin, et ensuite le discours de Philippe Séguin à l'Assemblée. Et j'avoue que j'ai trouvé ça passionnant parce qu'il y avait une hauteur de vue, parce que les enjeux étaient importants. C'est-à-dire le discours de Philippe Séguin à l'Assemblée nous raconte ce que c'est que 1789, ce que c'est que le peuple souverain qui s'assemble pour décider de son destin. Ça t'a motivé, tu t'es dit c'est génial ça. Et je me suis dit mais c'est extraordinaire, bien sûr. Alors tu t'es présenté en 2002 à la députation, quel score? 2,24%. Ah, t'aurais presque pu. Mais attendez, de Reims, non. Pardon, mais il y a 803 personnes que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, qui ont estimé que je pouvais aller les représenter à l'Assemblée nationale.
Je trouve ça génial, quoi. extraordinaire. Et c'était évidemment une période compliquée. 2002, Jean-Marie Le Pen venait d'arriver au second tour de l'élection présidentielle. Et moi, j'arrivais sur les marchés. J'étais évidemment toute jeune, totalement novice en politique. Et du coup, incapable de faire ce que font les hommes politiques. Genre, on vient leur parler. Ils font « Oui, mais bien sûr, je m'occupe de vous. » Et hop, ils évacuent. Et moi, j'écoutais les gens. Et pendant 1 heure, les gens me déversaient toutes leurs angoisses. Donc, tu as écouté 800 personnes, colère. en fait. Et les autres aussi, ceux qui finalement n'ont pas voté pour moi, bien sûr. Et c'était une expérience extraordinaire. Alors aujourd'hui, là, Mélenchon, il est dingue, non? Hélas, il n'est pas dingue, il est cynique. Il est cynique et il est en train de fracturer la communauté nationale, le peuple, sur une base qui me semble extrêmement dangereuse, c'est-à-dire qu'on voit arriver en France le principe trumpien des vérités alternatives. Moi, ce qui me frappe, c'est que depuis la dissolution et depuis le résultat des législatives, on a des gens qui ne vivent pas dans la même réalité. C'est-à-dire qu'on a pour la première fois une façon de lire le résultat des élections différente suivant le camp auquel on appartient. C'est profondément dangereux. Et de la part des politiques, s'amuser à agiter cela et donc à agiter la frustration des citoyens, c'est vraiment quelque chose qu'il faut combattre farouchement. Bardella, un jour président, enfin, on va poser la question à Ipsos. Alors, j'avais écrit au moment du débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella un édito dans lequel je constatais que ces deux jeunes gens, qui sont évidemment très brillants et très sympathiques, ont 65 ans à eux deux, pas une heure passée dans une PME, dans une entreprise, auprès d'un paysan, d'un ouvrier, d'un cadre, d'un petit patron, d'un artisan, rien. Eh bien, je trouve ça profondément inquiétant qu'on nous présente ces deux jeunes gens et que les journalistes nous présentent ces deux jeunes gens comme étant l'avenir de la France et étant forcément formidables. Pour ma part, j'ai un doute. Je suis désolée, je pense que nous souffrons d'avoir un personnel politique qui, très souvent, ne sait absolument pas ce que c'est que la vie des gens. Un personnel politique dans un pays ultra centralisé, avec des médias ultra centralisés qui sont à Paris, et où finalement, au-delà du périphérique, c'est un endroit bizarre. D'ailleurs, on a maintenant un ministère du partenariat avec les territoires. C'est quand même énorme. Ça veut dire que ce sont des colonies et que, bon, vaguement, on commerce avec. Donner à bouffer à des copains, donc il faut des ministères aussi, non? C'est complètement fou. Oui, mais ça, c'est surtout révélateur du fait que l'État ne joue plus son rôle, qui n'est pas de se mêler de tout, mais qui est d'offrir à tous les citoyens les mêmes chances et d'utiliser pour cela son rôle qui est de créer des infrastructures. Parce que quand vous naissez dans un endroit où il n'y a plus de services publics, où il n'y a plus d'entreprises, eh bien, vous ne partez pas avec les mêmes chances que les autres. Le rôle de l'État, c'est de rééquilibrer ça, donc de recréer de la vie économique. Et pour cela, il doit faire en sorte qu'on puisse arriver en train jusqu'à cet endroit-là, qu'il y ait les services publics qu'il faut, les routes dans un état correct. Tu pourrais te représenter, non? Tu n'as pas envie de te représenter un truc? Une députation, un truc comme ça? Tu serais bien comme ministre, non? Non? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il ne faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Déjà. En revanche, la question n'est pas de savoir si on veut faire de la politique ou se présenter, mais où est-ce qu'on est utile et à quoi on est utile. Ça ne sert à rien, me semble-t-il, de briguer un mandat si on n'a pas une vision précise de ce qu'on peut apporter au pays, de la façon dont on va pouvoir justement utiliser ce vote que les Français vont vous donner. Est-ce qu'on sera efficace ? Je suis très fière que 803 personnes aient voté pour moi. Eh bien, si un jour je décidais de me présenter et qu'il y en ait plus, je ne voudrais pas les trahir. Tout simplement. Jusqu'au bout. Alors, Laurent Ruquier, on peut l'applaudir. C'est bien. 804, 805, 806. Quel regard tu portes sur Laurent Ruquier, sa carrière, ses débuts quand il était au Havre, hein, il était pion au Havre, hein, c'était celui qui me tamponnait au sens propre du terme, hein, mais des billets de retard parce qu'il était à François 1er pendant 4 ans avec son grand manteau. Et il a beaucoup évolué, quoi. Tu l'apprécies, tu l'apprécies pas, t'es comment? Je lui dois beaucoup. Moi, c'est quelqu'un qui m'a permis de gagner énormément de temps. C'est-à-dire que quand j'ai été recrutée dans l'émission On n'est pas couché, je m'occupais de l'éducation au Figaro à l'époque. Et j'avais écrit quelques livres, bien sûr.
Mais cette émission, c'était un des rares endroits de véritable liberté où il y avait du temps. C'est-à-dire que le débat avec un politique qui venait là durait 1 heure. On ne croisait pas les politiques avant et après. Ça permettait de ne pas être dans cette connivence qui fait qu'on discute, cher ami, comment vas-tu, et puis derrière, on fait semblant de s'affronter. Là, je ne leur devais rien, je ne les connaissais pas. Donc je pouvais être parfaitement honnête vis-à-vis d'eux. Et ça, c'est Laurent Ruquier qui a construit ce dispositif-là et qui a laissé à ses chroniqueurs une liberté incroyable. La radio, Europe 1, c'était une belle période. T'aimes bien la radio? C'est agile comme média aussi. La radio est un média extraordinaire, d'abord parce que il y a une sensualité de la voix qui est très particulière et qui permet de faire passer énormément de choses, à la fois des choses intellectuelles et beaucoup d'humanité. Donc j'avoue que c'est un média que j'adore. Et à Europe 1, je pratiquais un exercice qui est absolument formidable, qui est la revue de presse. Alors, c'est un peu exigeant, hein, il faut quand même se lever très très tôt pour lire tous les jours tous les journaux, les quotidiens, les hebdomadaires, un peu de sites internet, aller regarder évidemment les mensuels, et puis j'essayais d'être un peu original, donc j'allais chercher des articles improbables dans le Chasseur français, dans des choses comme ça. C'est un exercice jouissif, et surtout, ça m'a appris ce que moi je voudrais lire dans un journal, ce qui me semblait important à dire sur tel ou tel sujet. D'abord, ça m'a appris à m'intéresser à tous les sujets, l'économie, la géopolitique, les sciences, etc. Et puis, c'est une formation qui m'a permis ensuite de diriger un journal. Le journal, alors juste avant, il y avait quand même Paris Première qui était une super aventure aussi. Hein. Ça a duré combien de temps? 2 ans. Ça s'appelait Polonium. C'était une émission... Qui avait regardé cette émission? Allez, soyez sympa, il y a quand même C'était assez confidentiel. Alors... Non, mais il faut avouer que Paris Première, on n'avait pas fait beaucoup de promotion. Et quand ils ont arrêté l'émission, ils m'ont expliqué, bon, on va arrêter parce qu'on voudrait aller vers des choses moins intellectuelles. Texto, hein, je cite ce qu'ils m'ont dit. Bon, mais moi, c'était une émission que j'adorais parce qu'il y avait une liberté dans les débats qu'on menait. J'essayais d'inviter des gens qu'on ne voit pas toujours à la télévision, de renouveler un petit peu et d'aller, surtout de donner du temps et d'aller au fond des sujets, d'élever un petit peu le débat. Et je pense qu'il y a un public pour ça. Depuis 2018, donc c'est Marianne. Alors un petit mot sur le fondateur qu'on a accueilli ici à ta place il y a quelques années. C'était en 97 le lancement de Marianne? Bien sûr, Jean-François Kahn a créé Marianne en 97. C'était en fait son projet de relance de l'événement du jeudi. Et les actionnaires de l'époque lui ont dit non, mais en fait, vous avez bossé 1 an sur ce projet, mais vous êtes vieilli, usé, personne ne pariera sur vous. Et donc il a dit, je vais en faire un journal. Et il a fait ce journal qui devait d'abord avoir le courage d'aborder tous les sujets que les autres journaux n'abordent pas, qui devait partir du principe que ce n'est pas parce qu'on parle d'immigration, de sécurité qu'on doit être renvoyé à l'extrême droite, mais qu'il faut se saisir de ces sujets parce que sinon on les abandonne justement à l'extrême droite et que il ne faut pas s'étonner ensuite que l'extrême droite monte. Donc je pense que c'était quelque chose qui était assez visionnaire et dont on voit que c'était une manière absolument nécessaire de poser les problèmes. Et encore aujourd'hui, je suis effarée par le conformisme et la lâcheté de toute une part de la classe médiatique. Le fait que, en 20 ans de carrière, la phrase que j'ai entendue le plus souvent, c'était « Ah, on ne peut pas parler de ça, ça ferait le jeu de… », ce qui est la négation du journalisme. Le journalisme est là pour dire le réel. Et donc, se battre contre ce conformisme, se battre contre la pensée toute faite, c'est-à-dire l'espèce de réflexe qui consiste de façon pavlovienne à répondre à tel sujet sans chercher à se remettre en question, à se demander si on n'a pas oublié une part du problème, etc. Tout ça me semble essentiel et je pense que nous souffrons aujourd'hui d'une espèce de routine journalistique amplifiée par les chaînes d'infos. Et toi, tu es libre quand même, non? Tu as 55 journalistes, tu as une liberté de ton aujourd'hui ou pas? Bien sûr. Mais j'en suis fière. C'est-à-dire que la liberté de la presse, elle se construit chaque jour. C'est-à-dire que c'est un combat, hein. C'est pas évident quand on dirige un journal d'abord de publier des enquêtes qui vont aller déranger les uns ou les autres et de se prendre des coups de fil, de se prendre des pressions. Évidemment qu'il y en a. Tu en as tous les jours? Tu en as souvent? Évidemment, bien sûr, mais ça fait partie. Mon rôle à moi, c'est de faire en sorte que les journalistes de Marianne n'aient pas à se poser ces questions-là. Ils bossent. C'est-à-dire qu'eux, ils bossent et moi, je les protège.
Moi, je fais en sorte qu'ils puissent enquêter. Et moi, je leur donne les moyens d'aller au bout de leurs enquêtes. Aujourd'hui, Natacha, c'est quand même la deuxième diffusion en kiosque en France. Le premier, c'est Le Point, le deuxième, c'est Marianne. Comment tu peux définir le positionnement de Marianne? On peut dire quoi? Il y a des tendances, quoi. Ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais lu, qui vont l'acheter demain matin ou cette nuit, il y a encore un kiosque qui est ouvert. Oui. C'est un journal qui défend le bien commun et le bon sens. Si vous avez reçu Jean-François Kahn, il a dû vous le dire, il a voulu faire un journal qui n'était ni de droite ni de gauche, c'est-à-dire qui déteste les assignations à un camp. Ce n'est pas la politique française, et on le voit actuellement, est en train de crever de cette idée que dans le camp d'en face, il n'y a que des salauds. C'est la phrase de Jean-Paul Sartre. Quand je dis un homme de droite, je veux dire un salaud. Bon, ça, c'est pas la démocratie. La démocratie, c'est d'être capable de parler avec des gens avec qui on n'est pas d'accord et de se dire que potentiellement, il peut y avoir des bonnes idées partout, du moment qu'on essaye en permanence d'être sur cette ligne de crête, c'est-à-dire de se remettre en cause en permanence et de mettre en avant la juste mesure. Pour moi, c'est la plus grande vertu. Pas de sujet tabou non plus. Mais surtout pas de sujet tabou. Si on veut acheter Marianne, on peut l'acheter à Marianne en ce moment ou pas? Si on veut acheter le magazine. Alors, si on veut acheter le magazine, oui, puisqu'il est à vendre. Non, concrètement, pour Noël, très concrètement, c'est-à-dire que notre actionnaire, Daniel Chrétinsky, qui a racheté donc en 2018, après un dépôt de bilan du journal, c'est lui qui m'a fait venir, qui m'a demandé de prendre la direction en 2018, nous vend. Donc le journal est en vente actuellement et pour autant, ça ne nous a pas empêché de mettre en place une nouvelle formule qui marche bien et surtout une réflexion sur ce que sont les usages du journalisme aujourd'hui. J'y insiste parce que c'est important. C'est lié aussi aux enjeux démocratiques. Est-ce que nous voulons qu'il y ait un journalisme de qualité dans les 10 ans, dans les 20 ans qui viennent? C'est-à-dire, est-ce que nous sommes prêts à payer pour de l'information vérifiée, un travail de fond? Et est-ce que nous sommes prêts à donner de notre temps? Le problème d'un journal aujourd'hui, c'est qu'il est en concurrence avec Netflix, avec Deezer, voilà. Et que notre rôle, c'est de rappeler que il y a une phrase que j'adore dans la guerre du Péloponnèse de Thucydide, où Thucydide définit la démocratie et il dit, à propos de la démocratie athénienne, « Nous sommes les seuls à penser qu'un homme ne se mêlant pas de politique mérite de passer non pour un citoyen paisible, mais pour un citoyen inutile. » Bon, c'est un peu brutal, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la République, la chose publique, ça nous appartient à tous et qu'il faut s'en mêler. Natacha, alors... Tu as un mari, tu as 3 enfants, tu as un super boulot. À quel moment de ta journée trouves-tu le temps de coudre? Le week-end. Parce que le week-end, je décroche. Ouais. Et que la meilleure manière de décrocher, c'est de se concentrer sur un truc qui est tellement compliqué que si on pense à autre chose... les trucs là? Tout. Ah oui. Je suis souverainiste, c'est-à-dire que je crois à l'autonomie, à l'indépendance. Je pense qu'une nation doit être indépendante parce que c'est comme ça que les gens sont libres. Et moi, j'aime bien être indépendante aussi. Ah oui. C'est-à-dire que je déteste dépendre d'une industrie, ne pas comprendre comment on fait les choses. Donc, quand je vois un vêtement, j'ai besoin de comprendre comment il est fait. Et en plus, j'aime la beauté, donc j'aime les belles matières, j'aime la sensation qu'on a quand on voit des belles couleurs. Et donc, le week-end, tu couds. Et donc, le week-end, je couds et ça fait un bien fou. Ouais. Alors, tu lis aussi plein de bouquins en même temps, simultanément. Là, tu en as combien de bouquins et c'est lesquels? Alors là, je suis spécifiquement pendant 2 jours sur le livre d'un anthropologue qui sera l'invité de France Inter ce week-end, qui réfléchit au rapport entre l'être humain et les non-humains, c'est-à-dire les animaux, la nature, etc. Donc 600 pages bien costaudes. On avait le professeur Zambrowski l'autre jour qui nous parlait du singe nu. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais il faut le voir, cette histoire de singe. Nous sommes les 193e singes et on n'a pas de poils, c'est pour ça qu'il y a le singe nu. Alors, côté goût, côté bonne bouffe, côté bon pinard, t'adores. Tu es présidente de l'Institut français du goût. C'est génial. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça a été fondé en 1974 par un homme absolument extraordinaire que les vignerons et les cuisiniers connaissent, qui s'appelait Jacques Puiset, qui est un des plus grands connaisseurs en vin. Il a classé en AOC une bonne partie du vignoble français. Et c'était un philosophe du goût, c'est-à-dire... Alors, de formation, il était biologiste. C'était un scientifique. Oui, mais c'est pas tout, hein. Mais c'était quelqu'un qui, surtout, a forgé le concept de psychosensorialité et l'idée que nos sens, d'abord, nous fondent. Notre intelligence naît à partir de nos 5 sens et que nos 5 sens vont influencer
la totalité de ce que nous sommes. Et donc, quand vous buvez un verre de vin, eh bien, s'il a été comment dire, bien fait élaboré par le vigneron, bien élaboré, c'est-à-dire que le vigneron ne s'est pas mis en avant sur la photo, mais qu'il a essayé de vous révéler exactement ce que la terre vous disait, ce que l'air aussi vous disait, parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais c'est Apollonia qui en parlait pour le pain, mais un vin, ce n'est pas le même chaque année parce que l'air, la lumière n'étaient pas les mêmes. Eh bien, une bouteille, elle doit nous raconter ça. Et cette bouteille, on va évidemment lui donner du temps, on va la laisser nous raconter ce qu'elle a en elle, et suivant la façon dont vous allez justement dialoguer avec elle, la façon dont vous allez organiser cette cérémonie qu'est le repas, en faisant dialoguer le vin et les aliments, en essayant différents vins pour voir lequel justement se marie le mieux, eh bien vous allez percevoir tout ce que vos sens vous racontent. Et ça, c'est une expérience absolument extraordinaire. En fait, nous avons un corps, nous sommes incarnés, et donc comprendre ce que nos 5 sens peuvent nous apporter, c'est aussi comprendre la beauté du monde. C'est pour ça que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le patrimoine, sur les belles maisons. C'est se laisser émerveiller par un paysage et une lumière. C'est la même chose. Et alors, ta meilleure émotion, en tout cas, c'est que tu as pu te marquer côté gastronomie, il y a un plat, il y a un chef, il y a un moment où tu te dis qu'est-ce que c'est bon ça ? Alors, c'est très, très, très souvent que je me dis cela, mais c'est vrai que je vais avoir en mémoire des moments. Par exemple, j'ai des souvenirs de repas avec Jacques Puiset, parce que c'était quelqu'un qui, avec les légumes de son jardin, se disait, tiens, je vais mettre un peu de rhubarbe avec mon poisson pour lui apporter un peu d'acidité, puis on va essayer des vins, et puis on va voir. Donc on testait, et les repas duraient des heures. Mais c'est vrai que ma première émotion en termes de vin, par exemple, oui, c'est la première fois de ma vie que j'ai goûté un vin de mon année de naissance, je m'en souviens encore. 1975, c'est avouable. Voilà, très bon millésime 1975, absolument, un peu éclipsé par 76, et c'est bien dommage, mais 75 a de beaux restes, je vous assure. Et donc c'est on va pas découdre un mythe. C'était un Bourgueil, et domaine de la chevalerie. Je me souviens encore de ce moment. Pourquoi ? Parce que justement, c'est là que j'ai compris que la beauté d'un vin, c'est aussi le temps. C'est aussi le fait que nous buvons des vins dont les vignes ont été plantées avant que nous soyons nés. Nous pouvons, quand nous ouvrons cette bouteille, nous demander ce que faisaient les êtres humains qui ont récolté ce vin, qu'est-ce qui se passait cette année-là, quelles émotions étaient les leurs, et je trouve ça absolument merveilleux. Eh bien, justement, en leur transmettant cet amour, en ne les laissant pas, c'est-à-dire c'est une responsabilité que nous avons adultes. Ça prend du temps de faire lire des jeunes. Ça nécessite de ne pas leur mettre un écran entre les mains en se disant que, et on l'a tous fait, c'est plus facile, mais il faut s'interdire cela, et il faut au contraire prendre le temps d'être avec ces enfants dès leur plus jeune âge, leur lire des histoires, continuer à leur lire des histoires même quand ils savent lire, parce qu'en fait, ce qu'on fait passer, ce moment qu'on passe avec eux, c'est du temps qu'on leur offre, et ils comprennent qu'eux-mêmes vont pouvoir offrir du temps à cette émotion de la lecture. C'est aussi valoriser cela dans la société, donc le fait que les médias, par exemple, se donnent la peine de ne pas être dans toutes les modes immédiates, mais aussi transmettre cette culture, transmettre cet amour des livres. Je pense qu'il y a tout un travail collectif. En fait, c'est nous tous, en tant que parents, en tant qu'êtres sociaux, qui devons nous dire que c'est un enjeu pour l'avenir. Natacha, pour terminer, la une de demain, qu'est-ce qu'on aura comme une sur Marianne ? C'est le jeudi, hein, c'est ça ? Oui, c'est le jeudi. Et alors, tout à coup, j'ai une espèce de blackout. Donc, je vais vous retrouver la une de demain. Nous allons meubler. David Cobol, une blague. Pardon, mais comprenez que je suis déjà... D'abord, il y a une émotion. Et ensuite, je suis déjà dans le numéro suivant. Oui. Donc, moi, j'ai passé ma journée à réfléchir au numéro suivant. De jeudi prochain. Oui, bien sûr. Les chiffres exclusifs sur l'immigration, quelles sont les villes de France où elle a le plus augmenté et quels problèmes cela pose. Voilà. Natacha Polony, on l'applaudit très chaleureusement. Bravo Natacha, bravo, bravo, bravo.